À l'occasion de la sortie de son nouveau long métrage L'inconnu de la Grande Arche qui sort le 5 novembre prochain, le réalisateur Stéphane Demoustier a accordé un entretien à Cinéverse. Donc bonjour Stéphane, merci de nous accueillir et de parler de ce film, L'inconnu de la Grande Arche. Je vais essayer de pas trop parler du dossier de presse, vous avez déjà répondu à pas mal de questions dedans, donc on va essayer de partir sur d'autres choses. Notamment, je crois que vous avez parlé en entretien, en interview avant, que justement les gens avec ce monument de Paris, cette grande arche de la Défense, ils avaient, ouais, ils avaient pas forcément un rapport avec ce monument, avec cet édifice. Est-ce que vous aviez un rapport aussi un peu lointain comme ça avec Non, la grande arche? c'est clairement un bâtiment avec lequel on n'a pas de lien affectif parce qu'il est dans un quartier qui est un quartier d'affaires qui nous laisse assez froid par rapport à d'autres quartiers. Et puis en plus, on n'a pas d'histoire avec l'Arche puisque, et c'est un des échecs malheureusement de ce bâtiment, c'est jamais devenu un bâtiment public. Donc on n'a pas de souvenir d'y être allé pour telle ou telle manifestation. Donc moi j'étais comme tout le monde, c'est-à-dire que l'Arche, je l'ai toujours vue dans le paysage parisien. Moi, je suis arrivé à Paris, j'avais 18 ans. Elle est là, dans le prolongement des Champs-Élysées, effectivement, on la devine, mais je la connaissais de très loin sans la connaître. Est-ce que c'est ça justement qui aussi a cultivé un peu votre curiosité par rapport à ce bâtiment et qui vous a donné envie de revenir un peu à vos premiers amours parce qu'il me semble que vous avez fait des documentaires sur l'architecture quand vous étiez au ministère de la Culture. Est-ce que c'était ce moment-là aussi, après plusieurs longs métrages, vous avez un peu mis de côté l'architecture, de retrouver Bah, cet aspect-là? disons qu'il y a toujours plein de raisons pour lesquelles on fait un film et puis on a du mal à dire pourquoi, mais moi, quand je m'étais jamais interrogé sur qui a construit l'Arche de la Défense, qui en est l'architecte, et quand j'ai lu le livre de Laurence Cosset qui s'appelle La Grande Arche, qui raconte vraiment qui raconte l'histoire du quartier de la Défense et l'aventure du chantier de la Grande Arche, c'est là que j'ai découvert un personnage totalement méconnu et à propos duquel on sait quasiment rien, puisque Spreckelsen, donc qui est l'architecte de la Grande Arche de la Défense, est un type méconnu et qui reste, y compris dans le livre, vraiment un point aveugle. C'est-à-dire qu'on a très très peu d'informations sur lui, on a très très peu de témoignages de lui, puisqu'il y a très très peu de matière le concernant. Donc il y a un mystère autour de Spreckelsen, et le fait qu'il y ait un mystère autour d'un architecte qui a construit un bâtiment aussi emblématique, en fait, ça a vraiment attisé ma curiosité, ça m'a donné envie de creuser ce mystère, pas pour l'essorer, mais plutôt pour l'explorer. Et comment du coup vous avez construit justement ce personnage avec Klaas qui est un acteur danois en plus, donc c'était peut-être un rapport différent aussi sur ce que vous aviez l'habitude. Comment vous avez construit ce personnage avec le costume, les chaussures, etc. Est-ce que lui a mis une part, j'avais pu discuter avec Swan, il me disait au final je ne le ressemble pas physiquement à l'autre architecte qui joue. Est-ce que là pareil vous avez essayé de vraiment composer avec cette idée de départ mais de lui laisser un peu plus de créativité? Ouais, de toute façon, de manière générale, on n'a pas joué l'imitation, on n'a jamais joué la ressemblance physique. Moi, dans mon casting, et on n'a jamais cherché à faire d'imitation. C'est valable aussi pour Michel Faux qui faisait Oui. François Mitterrand. L'idée, c'est de faire une évocation de qui était Mitterrand. Pour le passage de Spreckelsen, euh, moi, je pensais que Claes Bang était suédois. Donc au départ, je n'avais pas pensé à Claes Bang. Et c'est un peu plus tardivement que j'ai su qu'en fait, il était danois. Mhm. Et je voulais un danois parce que Spreckelsen était danois. Et quand j'ai rencontré Claes Bang, j'ai constaté qu'il était immense. J'avais pas mesuré en voyant The Square à quel point il était grand. Et c'est vraiment, il est gigantesque. Et je me suis dit, c'est une aubaine d'avoir quelqu'un qui physiquement Mhm. est déjà en décalage par rapport à ceux qui vont être ses interlocuteurs à Paris, puisqu'ils se retrouvent devant Xavier Dolan, devant Swan Arlo, etc., où ils sont pas à la même échelle en quelque sorte. Mhm. Et ça, je trouvais que ça racontait aussi le film et que ça allait tout de suite donner un statut à Spreckelsen qui était vachement intéressant. Après, ce qui était bien aussi avec Les Mang, c'est que Les Mang, il a tout de suite beaucoup d'allure, il a quelque chose de très imposant. Euh, donc, il porte un costume et il porte des sandales. Mhm. Parce que tous les témoins de l'époque racontent que Spreckelsen avait des chaussures qui étonnaient. Alors, certains disent que c'était des sandales, d'autres disent que c'était des sabots. Il y a plusieurs récits, on n'arrive pas tellement bien à savoir, mais chose est-il que moi j'ai décidé que Spreckelsen porterait des sandales dans mon film, mais il fallait pas que ce soit ridicule, je voulais pas qu'on moque ce personnage non plus. Et c'est vrai qu'avec Les Bang, Claes Bang, il se départit pas d'une certaine allure, même avec ses sandales, ou aussi grâce à ses sandales. Mhm. Et ça me plaisait assez. Donc on a construit comme ça la, la silhouette d'un personnage qui a une forme d'élégance, mais qui devait se singulariser aussi par rapport à ses interlocuteurs,
dans des environnements où tout est très codifié. On est dans les salons de l'Élysée, on est dans les cercles du pouvoir parisiens, où on est donc avec une élite qui obéit à des codes, avec un certain type de costume, un certain type de cravate, etc. Ben voilà, Spreekelsem, il se singularise. Donc même là, en fait, vous m'avez parlé d'échelle, il y a un rapport à l'architecture dans la construction de ce personnage. C'est assez marrant d'avoir. Est-ce que vous avez justement vu, vous avez pu, vous, dans le passé, parler avec beaucoup d'architectes. Est-ce que vous êtes infusé aussi de ce... il y a aussi une bonne métaphore quand même entre le cinéma et l'architecture dans le film, sur le côté aventure collective, aventure individuelle. Est-ce que ça vous a un peu infusé, vous, ce côté architecte, ce côté... Bah, il fallait que, de toutes les façons, la, la pensée architecturale de Spreekelsem, parce qu'en fait, Spreekelsem, le personnage tel je l'imagine dans le film, a un rapport au monde qui est lié à son statut d'architecte. Et il voit tout à travers le carré. C'est un type qui a très peu construit, mais qui a construit 4 chapelles et sa maison, mais les 4 chapelles qu'il a construites, elles sont strictement cubiques, avec le motif du carré qui est omniprésent à l'intérieur des édifices. Donc nous, on s'est dit, il faut que cette figure du carré, effectivement, elle irrigue le film, qu'elle soit omniprésente, et il faut que nous aussi, on pense à travers cette forme-là. On raconte un édifice qui est en devenir, dont on parle tout le temps dans le film, qui est cette arche qui est de forme cubique. Donc il fallait que le cube soit tout le temps présent dans notre esprit, donc on a opté pour un format carré dans l'image, et je pense qu'il y a une construction de l'image qui est souvent assez géométrique, etc. Et tout ça, bah, c'est induit par cette omniprésence du carré. Pour revenir sur le côté aventure individuelle et collective, je crois que justement dans le dossier presse, vous évoquiez le côté que chaque technicien peut aussi amener sa patte et justement, est-ce que là sur ce projet, qu'est-ce que vous avez retenu enfin, vous disiez qu'un réal peut devenir plus intelligent en fait à chaque fois. Est-ce que là vous avez quelque chose en particulier que vous avez retenu de cette aventure? Ouais, c'est vrai qu'architecture et comme le cinéma, c'est des œuvres collectives et donc on travaille avec des collaborateurs qui doivent nous rendre plus intelligents qu'on est chacun dans son domaine. Et moi, sur ce film, très précisément, je peux citer le cas des effets spéciaux. J'avais jamais travaillé avec des effets spéciaux à ce niveau-là pour les précédents films que j'avais faits. Là, il y avait un enjeu directement lié au sujet même du film, qui était celui de restituer le chantier et de le restituer dans son gigantisme. Donc je voulais vraiment des plans larges où on allait pouvoir éprouver ce qu'était ce chantier et le vertige qui pouvait gagner Spreekelsem devant une telle échelle. Et pour ça, j'ai travaillé notamment avec Lise Fischer qui était en charge des VFX. Et a priori, moi j'appréhendais un peu cette partie VFX en me disant ça va être très technique, ça va être ça va être technique. Et en réalité, j'ai travaillé avec quelqu'un qui est un artiste, quoi, qui a amené son regard, sa vision très poétique des choses, et qui a trouvé des solutions techniques, mais toujours connectées à une vision, en fait. Et l'idée qu'elle nous a suggérée à David Chambly, Chef-Op et moi, et Catherine Combe, qui s'occupait de la déco, c'était... Je passais mon temps à lui montrer des photographies en lui disant, voilà, comment on peut faire ça, comment on peut faire ça. On ne pouvait pas reconstruire à cette échelle-là, on ne pouvait pas digitalement le refabriquer, mais à un moment, elle m'a dit, mais écoute Stéphane, si ton cadre, c'est cette photographie, si on décide que cette photographie, c'est un cadre du film, on peut mettre nos protagonistes dans l'image, et on pourra animer l'image. Moi, je peux animer l'image. Et ça, moi, ça m'a enchanté de me dire, tiens, d'un seul coup, on a une base qui est totalement réelle, et on peut inscrire notre fiction dans cette base réelle. Je trouve que ça donne une force au film, et puis ça permettait de s'appuyer aussi sur une matière qui était hyper riche et hyper puissante. Et est-ce que ça vous a donné du coup envie de retravailler sur ces VFX dans le futur Je pense que chaque projet impose ses défis, et je dirais pas que c'est l'idée de faire des VFX qui présidera à la décision de faire tel ou tel film, mais en revanche, ce sera plus jamais un frein. C'est-à-dire que maintenant, je sais que s'il y a des VFX, ça peut être passionnant à faire, et en plus, de film en film aussi, parfois on entretient des collaborations avec des partenaires. Bon, là, ce sera l'occasion. Maintenant, je sais avec qui je peux faire éventuellement des VFX et je serai ravi de poursuivre l'aventure. Sur votre filmo que j'ai pu du coup aussi revoir pour bien essayer de voir s'il y avait des petits liens. J'ai remarqué que ce soit sur Terre battue, sur Borgo, je mettrais la fille au bracelet un peu de côté parce que c'est entre guillemets un peu l'inverse, mais il y a toujours ces personnages en fait qui ont une activité
pro ou une situation professionnelle qui va impacter en fait leur entourage et ce qui va vraiment changer aussi beaucoup de choses et vraiment perturber cet entourage. Là, on le voit avec le couple, notamment le personnage de Liv, qui je crois en plus est enfin, très fictionnel, vous l'avez un peu rajouté. Qu'est-ce qui est justement dans ce rapport, dans ces situations-là, qu'est-ce qui vous intéresse d'explorer avec votre cinéma? L'Arche de la Défense pour Mikkelsen, à un moment il le dit, c'est l'œuvre de sa vie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il faut prendre la mesure, il avait 53 ans, il était professeur d'architecture à Copenhague, il n'exerçait plus comme architecte, il avait construit sa maison avec 4 églises, et d'un seul coup, il est propulsé à la tête de ce qui était à l'époque le plus gros chantier qui soit. Donc sa vie bascule du tout au tout, et elle bascule parce qu'il a participé à un concours, et c'est vraiment grâce à un dessin, c'est vraiment grâce au génie d'un dessin qu'il est propulsé sur le devant de la scène, qu'il est reconnu pour son excellence. Il n'y a aucun stratagème derrière, il n'y a aucun calcul, aucun jeu de pouvoir, donc c'est une victoire inouïe. Et moi je me suis demandé, mais quel tsunami ça crée dans la vie professionnelle, mais aussi personnelle, que de vivre un tel basculement, parce qu'il est soudainement propulsé dans une culture qui n'est absolument pas la sienne. Il se retrouve au milieu des jeux de pouvoir, d'influence, etc., des hautes sphères de l'Élysée. Et il fait un projet qui est sans commune mesure en termes d'échelle avec ce qu'il avait connu jusque-là. Comment il traverse tout ça et quel retentissement ça peut avoir. Et c'est certain que quand on fait un métier comme lui, qui est un métier qu'on a choisi, un métier qu'on aime et un métier même qui définit son rapport au monde, comme je te disais, cette figure d'architecte, elle est omniprésente et elle contamine aussi sa vie privée. Donc évidemment que ce basculement dans un nouveau monde, ça a aussi un impact sur sa vie privée. Et c'est ça que je voulais aussi que le film raconte. Et là-dessus, il s'agissait de faire œuvre de fiction, parce qu'on avait très peu de choses, mais je me suis simplement interrogé sur comment eux, dans leur intimité de leur couple, ils traversent cet épisode. Autant je pouvais vraiment m'appuyer sur énormément de documentation sur tout ce qui concerne l'aventure technique de l'Arche et les soubresauts politiques qui entourent le projet, autant sur la vie privée, il s'agissait d'inventer. Et là, voilà, j'ai fait appel à ma licence poétique. Et justement, est-ce que c'est aussi peut-être mettre un peu de soi, un peu de vous dans ça? C'est le côté, pareil, quand on est réalisateur, quand on fait du cinéma, on passe d'un statut où on est un petit peu inconnu, entre guillemets, et sur le devant de la scène. Alors là où je verrais davantage une connexion avec ce que moi j'ai pu expérimenter, c'est à ma petite échelle, c'est que ce qui me passionnait dans l'Arche ou dans le dessin d'un architecte, c'est que la grande question, c'est comment on passe d'une idée à sa mise en œuvre dans le réel. Et je pense que la vocation de l'architecte, et Paul Andreu l'incarne assez bien, c'est de trouver un chemin dans le réel pour que l'idée puisse s'accomplir. Ne pas voir dans le réel que des obstacles, que des contraintes, mais y voir aussi quelque chose qui va stimuler, qui va inspirer, qui va amener d'autres idées. Et il est là... il est là tout l'enjeu. Et pour un réalisateur, c'est pareil, on a une idée, on écrit un scénario, quelque chose de très abstrait. Et puis d'un seul coup, on a des contingences matérielles, humaines, dont il faut tenir compte, mais aussi dont on peut tirer profit pour que le film soit encore plus intéressant que l'idée qu'on avait au départ. Donc ça me passionne, cette tension-là. Moi, j'ai pas connu le bouleversement qui fait que, comme Spreckelsen, il n'y a pas ce truc de reconnaissance comme lui a pu le vivre. Et sur le personnage de sa femme, plus précisément, est-ce que c'était aussi important d'avoir justement cette figure féminine dans un monde régi beaucoup par les hommes? Oui, c'est encore le cas aujourd'hui, mais à l'époque, bien plus encore, toutes les positions de pouvoir étaient exclusivement occupées par des hommes, et il n'y avait que les hommes dans la lumière. Donc, il se trouve que tous ceux qui côtoyaient Spreckelsen disent qu'il était systématiquement, et il n'y a pas d'exception, qu'il était toujours accompagné de sa femme, qu'il était toujours à ses côtés, mais qui ne parlait pas. D'accord. Donc c'est une présence silencieuse. Donc moi je me suis dit, tiens, si elle est tout le temps là, c'est que sa présence doit être nécessaire. Qu'est-ce qu'il en est dans l'intimité? Là, quelle place elle prend? Et moi, quand j'avais fait mes films d'architecture, je voyais souvent, surtout chez des architectes un peu plus âgés, la récurrence d'une figure féminine auprès de l'architecte, c'est-à-dire soit une assistante, soit sa femme, quelqu'un qui était souvent là, et je voyais bien que si elle n'était pas là, l'architecte allait perdre ses repères, et donc je voulais moi aussi reprendre ce motif-là.
en me disant qu'il n'y avait pas de rapport de subalterne à supérieur. C'est-à-dire que je voulais pas que le personnage de Liv, qui est donc la femme de Spreckelsen, soit dans un rapport de dépendance ou inférieur. Je voulais qu'elle ait autant de caractère que lui, autant de tempérament que lui, et qu'elle donne le change. Et en cela, Sidse Babette, Knudsen, qui joue ce rôle, parce qu'elle a du tempérament, parce qu'elle a du caractère, elle amène ça. Oui. Sur l'ensemble de votre œuvre aussi, il y a beaucoup, ça part d'un matériel, c'est une adaptation, ou c'est un matériel réel, et ça va mélanger de la fiction. Ça, c'est important, c'est quelque chose qui vous plaît d'entremélanger ces... Ouais, j'en fais pas un principe, mais il se trouve que ça me fait un point d'ancrage de pouvoir partir de quelque chose de réel. J'ai l'impression que je m'autorise d'autant mieux à investir qu'il y a cette base-là sur laquelle je peux m'appuyer. Mais voilà, c'est incontestable qu'il y a plusieurs films qui sont inspirés de faits réels. J'en ai pas fait un principe, mais je pense que ce qui explique cette récurrence, c'est que j'aime bien me dire qu'il y a un point d'ancrage qui m'autorise à investir quelque chose. Je me dis que s'il y a cette base réelle, c'est bien que ça légitime en quelque sorte le film. Ça rend évident sa pertinence puisque c'est réel. Et il n'empêche que derrière, il s'agit d'inventer, de s'approprier, de styliser aussi. Mais j'aime bien qu'il y ait les deux. Et est-ce que ça vous fait justement, à l'inverse, pas peur justement d'avoir ce côté, c'est quelque chose de réel, donc est-ce que les gens vont pas se dire, ah mais il a pas suivi ou machin? En fait, c'est... Oui, vous avez raison. Non, les questions qui se posent, c'est les questions d'avoir la juste distance. Je pense que le cinéma, c'est un art quand même de la distance. Le temps du cinéma est un temps très long. Le cinéma peut proposer un régime d'image qui diffère un peu du flux continu des images qu'on consomme ou qui déferle à longueur de journée sur les écrans divers et variés. Donc je pense que voilà, le cinéma propose une mise en perspective, donc on peut s'emparer du réel dès lors qu'on le met en perspective et dès lors qu'on fait ça avec respect. Sur, aussi, il y a un mélange des genres. Le film s'ouvre sur une séance très comique, justement, de l'annonce de qui va réaliser cette arche. On va en plus, après, dans le plus dramatique, il y a aussi un côté très politique, avec justement ce que me disait Swan, sur le côté basculement de cette politique, où on est sur la politique des grands projets, de la culture, etc. Et on va, avec justement cette scène sur la rencontre avec Alain Juppé, le basculement un petit peu sur le côté un peu plus capitaliste. C'était important pour vous justement d'avoir ce côté mélange, de ne pas être sur quelque chose d'un peu monotone, mais en tout cas mono-genre. Déjà, moi j'aime bien les mélanges. Je pense que il y a fondamentalement quelque chose de ubuesque dans cette histoire de la Grande Arche et qui crée du comique. C'est quand même... dans notre condition humaine, en fait, il y a quelque chose de comique, c'est-à-dire qu'on fait tous de notre mieux, mais on se prend en permanence les pieds dans le tapis. Et là, il y avait vraiment cette idée, ils veulent construire une arche ultra ambitieuse, gigantesque, etc. Mais le projet est trop grand, le projet est parfois inaccessible, et donc il trébuche. C'est comique. Et après, il y a des contrastes entre les différents mondes aussi qui se rencontrent ou qui n'arrivent pas à se rencontrer. Ça aussi, c'est comique. Donc j'avais l'impression que il allait nécessairement y avoir de l'humour et j'y tenais. Moi, j'adore les mélanges des genres, j'adore les films de Lenny Moretti parce que c'est à la fois intime et politique, parce que c'est à la fois drôle et politique, drôle et profond. Donc voilà, à ma mesure, moi, tant mieux si je peux faire un film où il y a aussi ces éléments-là, mais c'est sûr que j'ai cherché ça. Ok, c'était sur les inspirations peut-être. C'est vrai que ça fait un peu. Enfin, il y a eu The Brutalist dernièrement qui est sorti. Il y a notamment une séquence qui. Il y a Carrare qui ressemble voilà, un peu. Ouais. C'est ça. Il y a ce côté justement avec cette scène, le marbre. On a l'impression limite que c'est un symbole très fort. Et la scène justement où il découvre, où il caresse comme ça le marbre aussi est très forte. Est-ce que ça c'était. Est-ce qu'il y a des inspirations et est-ce que justement... Moi, quand j'ai tourné La Grande Arche, c'est pendant le tournage de La Grande Arche que j'ai su que le Brutaliste existait, donc, et j'ai découvert le film, quand il est sorti en salle, j'étais en montage. Donc moi, j'ai pas pu m'inspirer du Brutaliste, puisque c'est à cause de ce calendrier-là. J'ai vu le film avec un certain soulagement, parce que j'ai constaté que les deux films étaient très très différents, donc ça m'a soulagé, on va dire.
Euh, Après, voilà, quand j'avais fait Borgo, il y avait plein de films corse à ce moment-là. Donc parfois, on s'inscrit sans s'en rendre compte dans un mouvement. Là, c'est vrai qu'il y a eu le film de Coppola et Brutalis, donc la figure de l'architecte est revenue, alors que c'est une figure rare dans le cinéma. Après, moi, je vois bien pourquoi c'est intéressant de parler d'architecture, parce que dès qu'on parle d'architecture, on parle quand même d'espace. Donc on parle, ça renvoie à des questions de rapport à l'espace, de rapport au cadre, etc., qui sont captivantes pour un metteur en scène. Il y a aussi souvent une dimension politique aussi qui est là, puisqu'on construit dans l'espace public, et donc ça renvoie à des questions qui concernent la collectivité. Donc je vois bien en quoi, pour un réalisateur, c'est intéressant d'y aller. Mais moi, dans les références que j'avais, dans les inspirations, il n'y avait pas de film d'architecture. Tout à l'heure, j'ai parlé du Caïman, qui par son ton était une vraie source d'inspiration. J'avais revu pas mal de films de Depardon, le documentaire autour époque partie de campagne, urgence, faits divers, reporters, tout ça, qui sont filmés en 1.37, qui sont filmés dans Paris. Ça, c'était aussi une référence visuelle en fait sur le traitement de la couleur, la manière dont les couleurs vives ressortent très fortes alors que le reste est assez uniforme et rend plutôt justice au gris de Paris. On a travaillé dans cette direction-là et c'était plus ça nos inspirations que réellement des films d'architectes. Il y en a des très bien, mais c'était pas une référence pour ce film. Je peux des questions. Une dernière, Ali, sur le côté justement, le dernier segment qui est assez mystérieux quand il démissionne, il disparaît et puis on le revoit revenir et aussi cette dernière séquence où il cherche sa tombe, etc. C'était une volonté de rester mystérieux, c'est justement parce qu'il y avait peu d'éléments et que justement on se disait... Parce qu'en plus le film reste assez court, on aurait aimé limite en savoir plus et savoir derrière ce qu'il a traversé. Il se trouve qu'on n'en sait pas plus sur lui, donc moi je voulais respecter ça. Moi j'aime bien les films qui posent des questions plus que les films qui donnent des réponses, donc l'idée c'était de donner de la matière à réflexion, de la matière à questionnement. C'était aussi de finir le film plastiquement, plus que dramaturgiquement, parce que dramaturgiquement on avait aussi les limites du réel, on avait les limites des faits et de la connaissance qu'on avait des uns et des autres, donc il fallait finir plastiquement. L'idée du chien elle arrivait assez tardivement, mais j'aimais assez qu'il y ait ce chien qui apparaisse, qui donne comme ça un supplément d'âme à cette séquence de la mort. Et au cimetière on comprend que c'est un éternel rendez-vous manqué en fait. C'est-à-dire que même quand il cherche sa tombe, il la trouve pas. Donc ça aussi, je trouvais que ça manquait pas d'ironie et ça clôturait bien formellement le film. De revenir comme ça à l'état de nature, là où on a trouvé Spreckelsen, on l'a trouvé il était dans l'eau, et on le retrouve à la fin qui s'est dilué dans les éléments. Je trouvais ça assez beau. Donc lui qui a œuvré pour construire dans l'endroit le plus domestiqué, bâti qui soit au monde. Enfin l'un des plus, il atterrit là et il revient à la Terre. Merci beaucoup. Merci.